Bonjour à tous mes petits élèves de 7. Ben dis donc, c'est vraiment une année chamboulée, hein, cette année avec la maladie que j'ai attrapée, puis maintenant le coronavirus. Désolée, on ne s'est pas vu beaucoup. Je fais ce que je peux pour que vous puissiez apprendre correctement et vraiment n'hésitez pas à poser des questions, à me contacter. Je suis libre presque H24, croyez-moi. Et alors, vous voyez que je suis à la maison, hein, en confinement comme vous, avec mon ami Coco, hein, qui veille sur nous, d'accord? Donc attention, il veille sur vous aussi, voir si vous faites bien vos travaux en ligne, etc., hein, d'accord? Donc faites gaffe, il vérifie. Moi aussi, mais voilà. Non, c'était pour mettre un peu de rire et de gaieté dans cette leçon. Juste pour vous dire, voilà, que je vous souhaite vraiment tout le meilleur parce que je sais que c'est une phase pas facile pour le moment que l'on traverse tous du Covid-19. Alors j'aimerais vraiment d'abord remercier l'APE, donc l'association de parents, et plus spécialement bah, évidemment Monsieur Papadopoulos qui est, comme vous le savez, le responsable de l'APE et grâce à qui ces cours en ligne peuvent se donner de cette façon-là. Comme je vous l'ai dit, si ça vous convient, c'est super, ça a l'air d'être le cas, donc je suis vraiment heureuse. Si ça ne vous va pas et que vous souhaitez vous connecter, qu'on se connecte tous, il n'y a aucun problème, on s'arrange. D'accord? Voilà, alors je vais juste faire un petit rappel de quelques notions que nous avons vues, enfin que vous avez vues par vous-même et sur lesquelles vous avez déjà été testés. Et d'autre part, je vais essayer de vous expliquer aussi une question que j'ai posée lors du test, du premier autotest, et sur lequel une élève qui se reconnaîtra m'a posé une question. D'accord? Mais je pense que si elle pose une question, d'autres doivent se poser aussi la question, donc on va en rediscuter, c'est l'occasion. D'accord? Donc on fait un petit bilan de ce qu'on a vu, et puis alors après, on verra, vous verrez la suite. Je vous donnerai les consignes pour la suite. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé jusqu'à présent? On a parlé des preuves de l'évolution, donc autrement dit des arguments en faveur de l'évolution. Je vous ai rappelé que la théorie de l'évolution, ben, c'est une théorie, c'est-à-dire que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Donc il n'y a aucun document scientifique qui va contre l'évolution, aucun. D'accord? Donc ça, on est bien d'accord. Alors, je vais essayer de vous convaincre hein, par toutes les manières. Donc, je plaisante bien entendu, mais les premières preuves indirectes de l'évolution, ce sont les preuves anatomiques. Et nous en avions parlé en classe. Donc, par exemple, on avait parlé des membres des thérapodes. Qu'est-ce que c'est? Tétrapodes, pardon, c'est des organismes qui ont quatre pattes, décidément. Voilà, donc on avait dit par exemple le bras, et bien si on regarde l'humérus, le radius, le cubitus, etc., on voit qu'à chaque fois le même nombre d'os à chaque partie du bras et de l'avant-bras. Alors on avait dit qu'au niveau de la main, c'était plus variable, d'accord, mais que chacun s'était adapté à son milieu de vie. On parle d'une évolution divergente, puisque en fait ce sont des organes homologues, je me rappelle, organes homologues, retenez bien ça, donc qui viennent d'un ancêtre commun proche dans le temps, et chaque espèce s'est adaptée à son milieu pour pouvoir. Désolée, je regarde parce que je vois que l'image bouge un petit peu, c'est bizarre, voilà, c'est mieux comme ça, je pense, j'espère. Donc, on parle d'organes homologues, parce que donc chaque espèce est adaptée à son milieu et donc par exemple pour les organismes qui doivent ramper etc il leur faut des os plus gros, plus larges, plus solides que pour ceux qui doivent voler, bien au contraire il faut que ce soit plus léger, plus aérien etc. Puis pour l'homme qui prend des choses, qui marche, il s'est adapté à l'appréhension d'objets, d'accord? Donc ça ce sont les preuves anatomiques. N'oubliez pas de ne pas confondre les organes homologues et les organes analogues. Les organes analogues, c'est par exemple les ailes d'un insecte et celles d'un oiseau. Il n'y a pas, le but est le même, c'est de voler, mais il n'y a pas d'origine commune. C'est pas la même structure l'aile d'un insecte et l'aile d'un oiseau. Donc ça ne montre pas un ancêtre commun proche dans le temps. C'est au contraire une preuve d'évolution convergente. Donc ils ont voulu aller vers le même objectif, voler, voulu, je ne devrais pas parler comme ça, mais voilà, l'objectif était de voler, et donc, suite à des pressions de l'environnement, on en parlera plus tard, l'objectif était de voler, et donc, ils se sont adaptés à ce vol.
en ayant des structures légères, etc. Mais si on regarde de plus près, eh bien, on voit que les structures ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes os, c'est pas les mêmes. Voilà, dans des ailes d'insectes, il n'y a pas d'os, tout simplement. Alors, je continue avec mes preuves anatomiques. Je vous ai parlé de preuves, de preuves rudimentaires, des organes rudimentaires ou vestigiels. Voilà. Alors, je vous donne un exemple qui n'était pas dans le cours, mais dont je vous ai parlé, je pense. C'est l'exemple du serpent. Alors, je ne sais pas si on voit très bien ici. Voilà, je vais prendre l'ordinateur, je vais prendre le PC. Voilà, vous voyez le serpent. Eh bien, si on y regarde de plus près, eh bien, on voit qu'il a des petites pattes ici. À l'intérieur, il y a des petits os. Et si on regarde à l'extérieur, eh bien, ça donne ça. Alors, ça n'est pas très, très flashant à première vue, mais c'est un reste de l'évolution du serpent. Donc, ça montre bien que le serpent, lui aussi, à un moment, avait 4 pattes. D'accord? Donc, voilà, c'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est comme nous avec le coccyx, dont je vous ai parlé, et dont vous m'avez parlé, les poils, quoi d'autre? Les dents de sagesse par exemple, etc., etc. Ça va ou bien, par exemple, les muscles autour des oreilles. On n'a plus besoin de ces muscles autour des oreilles et pourtant ils sont bel et bien présents. C'est ce qu'on appelle les muscles périauriculaires pour pouvoir bouger les oreilles. Ou ceux du nez. Il y en a qui savent encore bouger leur nez ou leurs oreilles. On n'a plus besoin de ça à l'heure actuelle, mais c'est un reste de l'évolution. D'accord? Donc ça, ce sont les organes vestigiaux ou les organes rudimentaires. Donc tout ça fait partie d'une première catégorie qui s'appelle donc les arguments anatomiques. Ça va? Arguments anatomiques ou preuves anatomiques de l'évolution. Voilà. Alors, je passe aux deuxième preuve de l'évolution, dont on a parlé en classe également. Désolée. Ce sont les embryons, les preuves embryologiques ou embryonnaires, comme vous voulez. Donc, si on compare les embryons de vertébrés à différents stades, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'ils se ressemblent tous. Alors, à un certain stade, le stade auquel ils se ressemblent tous ici s'appelle le stade phylotypique, d'accord? Le stade auquel ils se ressemblent le plus. Donc ici, on a comparé un embryon de poisson, de triton, d'oiseau, de porc et d'homme. Et vous voyez ici qu'il y a vraiment très peu de différence. Ça montre bien que nous avons tous un ancêtre commun. J'avais d'ailleurs insisté en classe sur le fait que, par exemple, l'homme avait des fentes branchiales. Des fentes branchiales, ça veut dire qu'il y a des précurseurs de branchies. C'est presque incroyable, c'est pas? Donc c'est bien une preuve que nous avons un ancêtre commun avec les poissons, mais aussi avec le triton, l'oiseau, le porc, qui sont des cousins plus proches que nous, que le poisson. Ça va? Voilà. Alors, je continue. Les preuves moléculaires. Alors, la sérologie comparée, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je vous avais demandé d'essayer de trouver un petit peu de quoi ça parlait. Et je pense que ça s'est pas trop mal passé, enfin, je l'espère. Alors, en revanche, je vous ai demandé dans le QCM, dans le lot de test, de trouver les ressemblances et de trouver quelles sont les espèces qui se ressemblent le plus sur base d'une matrice des distances. Alors là, je vous ai vraiment mis au défi parce que j'ai jamais montré une matrice des distances de ce type-là dans le cours et je vous félicite parce que vos réponses étaient bonnes. Donc ici, on a regardé une chaîne de globines, donc c'est-à-dire une séquence protéique. On a comparé les acides aminés de différentes espèces, le requin, la carpe, la salamandre, le coq, la souris et le cheval, et on a regardé combien d'acides aminés étaient différents. Alors vous avez compris que plus il y avait d'acides aminés différents, et plus les espèces étaient éloignées, je vais dire, au point de vue filiation. D'accord? Donc leur ancêtre commun est plus loin dans le temps. D'accord? Moins il y a de différence et plus ils sont proches dans le temps. Donc, par exemple, ici, si je vous demande quel est l'organisme le plus proche de l'homme, eh bien, il suffit de regarder comme ceci, c'est il n'y a que 18 différences avec l'homme. Alors, la question qu'une petite élève que j'aime beaucoup m'a posée, mais je vous aime tous très fort, c'est quel rapport, comment est-ce qu'on passe de ça, donc cette matrice des distances, à un arbre phylogénique? Eh bien,
Je viens de vous dire, entre l'homme et le cheval, il y a 18 différences. D'accord? Alors, l'arbre phylogénique, ici, eh bien, c'est une espèce de résumé. Alors, c'est un peu simplifié, ça ne montre pas qu'il y a 18 différences, mais vous pouvez arriver à un calcul approximatif. Je vous explique. Donc, je vous ai dit, entre l'homme et le cheval, il y a 18 différences. Eh bien, vous remontez à l'ancêtre commun entre l'homme et le cheval, qui se trouve ici, et voyez qu'il y a 10. D'accord? Donc vous comptez 10. Et puis entre l'homme et le cheval, il y a, entre l'ancêtre commun entre l'homme et le cheval, il y a encore 10. 10 plus 10, ça fait 20. Vous voyez que ce tableau montre des différences plus ou moins, je veux dire, arrondies. Donc ici, on dirait qu'il y a 20 différences, 20 acides aminés différents entre les deux séquences. Or, la réalité montre que ce n'est pas 20, mais 18. Ce qui nous donne quand même une bonne approximation. Autre exemple, si je vous demande quel est l'animal le plus proche, ou le plus éloigné, on va dire, de la souris, ben on peut aller chercher. La souris, elle est ici. Alors 16 avec l'homme, 22. Alors on peut aller chercher là, 79, 68, 63, 39. Eh bien, le plus éloigné, c'est le requin. D'accord? Donc le requin est le plus éloigné de la souris. Avec 79 substitutions d'acides aminés. Ça veut dire qu'il y a eu 79 changements, en tout cas, dans les acides aminés. Je parlerai d'ADN juste après. Donc 79, c'est à peu près 80. Ben, si on regarde entre la souris et je vous disais le requin, eh bien regardez, le requin se trouve là tout au-dessus, même si ce n'est pas très visible. Donc il y a 40 différences, d'accord? Plus 5, 45, plus 5, 50, plus 5, 55, plus 15, on arrive à 70, plus 10, on arrive à 80, et 80, c'est à peu près 79, d'accord? Donc on arrive plus ou moins à ce tableau, d'accord? Donc ici on est par 5, par ligne de 5, mais voilà. Voilà comment on passe d'une matrice des distances à un arbre phylogénique. Alors juste pour rappel, il vaut mieux étudier, si on étudie des séquences protéiques, mais il vaudrait mieux étudier des séquences d'ADN. Pour quelle raison? Parce que je vous rappelle, l'ADN est, je suis sûre que vous allez le dire chez vous, redondant. J'espère que vous l'avez dit. Donc vous savez que certaines combinaisons, certains codons codent pour le même acide aminé. Ça veut dire que certaines mutations de l'ADN vont être silencieuses. Si elles sont silencieuses, on ne les voit pas dans les séquences protéiques, tandis que dans l'ADN, on les voit. D'accord? Donc c'est encore plus précis d'aller voir l'ADN que d'aller voir les protéines. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des preuves moléculaires. Alors encore un type de preuve dont je vous parle aujourd'hui, puis après je vous laisse continuer le cours seul, c'est les fossiles. Voilà. Alors ici, par exemple, on voit l'évolution des équidés. L'évolution des équidés, donc les équidés c'est les chevaux, la famille des chevaux, hein, pour simplifier un petit peu. On voit qu'au début, les chevaux c'était des organismes qui ne ressemblent pas du tout au cheval actuel, mais qui étaient tout petits. Vous voyez la taille des os, vous voyez la taille de la mâchoire, vous voyez aussi, ici c'est des dents qui sont représentées. D'accord? Cette figure est tirée de l'Eurobio. Et alors on dirait que petit à petit, le cheval a grandi, ses dents ont grandi, ses membres ont grandi, sa mâchoire a grandi, etc., etc. Donc on pourrait croire à une évolution linéaire, donc comme l'homme qui vient du singe et qui se redresse progressivement pour marcher tout droit. Vous savez que cette image avec l'homme est fausse depuis la 5e, d'accord? Vous savez que l'évolution de l'homme est buissonnante avec beaucoup de branches perdues, beaucoup d'ancêtres disparus qu'on découvre encore à l'heure actuelle. Et bien c'est la même chose ici pour les chevaux, d'accord? Je vais y arriver de suite. J'arrive, disparaissez pas, voilà. Donc chez le cheval, voilà, eh bien, si on y regarde de plus près, on a l'impression, je vous ai dit, d'une évolution linéaire. En réalité, elle n'est pas linéaire, cette évolution. Elle est vraiment buissonnante, avec beaucoup de branches perdues.
c'est-à-dire des ancêtres qui ont disparu. D'accord? Donc, c'est une évolution, oui, comme je vous le disais, divergente. Il y a un ancêtre commun, il y a un ancêtre commun aux chevaux, aux zèbres, aux girafes, etc., qui est plus ou moins proche dans le temps, mais en tout cas, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour les chevaux. Ils ne sont pas passés de ce petit organisme-ci à celui-là en une fois. Ils ont beaucoup d'ancêtres qui ont disparu à l'heure actuelle. Voilà, l'évolution est donc bien, bel et bien puissante. J'ai terminé avec ce tuto. Je vous souhaite bon courage pour continuer ce chapitre. Je sais que vous savez vous prendre en main. Je sais que je compte vraiment sur vous. Vous me l'avez montré au premier test que je pouvais vraiment vous faire confiance et vous me l'avez montré de toute façon depuis pas mal de temps et de par vos gestes et de par vos petits mots et de par tout. Voilà, je ne sais pas comment vous remercier pour tout. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Je sais que si on est dans une situation qui n'est pas facile, je sais voilà, que ce n'est pas simple pour vous, pour les familles, voilà. Mais j'espère juste que vous vous portez bien, vos familles aussi. N'oubliez pas que Coco veille sur vous, d'accord? Et puis moi, ben, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos si vous le souhaitez. N'oubliez pas de me poser des questions, c'est vraiment essentiel. D'accord? Je vous laisse lire la suite du cours. Je vous ai donné toutes les instructions. Je vous laisse continuer et je vous fais entièrement confiance. Voilà. Bisous de très loin et soyez prudents. Ça va? Essayez de rester chez vous. Allez. Bisous et bonne biologie. Ciao, ciao.